on se retrouve, nous sommes mardi. J'ai eu la flemme de filmer hier parce que en fait j'ai pas eu le temps la journée. Et le soir, ben la flemme, voilà, concrètement. Et puis on est marre d'introduire les vlogs avec ma tête du soir. Donc voilà. Ce week-end, je n'ai pas terminé Love on the Brain, mais j'ai vraiment presque terminé. Puisqu'il me reste à présent 45 pages. Pourquoi je l'ai pas fini? Parce que, bah en fait ce week-end, j'ai pas tant lu que ça ce week-end, je crois. Je sais plus. Pourquoi j'ai pas... Bon bref, peu importe. Mais oui, donc je me suis fait deux sessions, une bonne grosse session où je me suis fait... En fait, il me restait 150 pages, je me suis fait 80 pages d'un coup, et puis j'en ai fait une petite où je m'étais fait une trentaine de pages, quelque chose comme ça. Et puis voilà, du coup, moralité, je vais finir ça nécessairement aujourd'hui, puisque demain il y a le live, mais c'est pas... C'est pas un problème, hein, c'est juste que j'avais trop de trucs à lire en fait, puisque je devais aussi lire à Marie pour le ramener à l'origine samedi, mais je ne l'ai pas lu parce que j'ai fait beaucoup de montage samedi, je crois. Beaucoup de montage, et puis voilà, j'étais un peu entre ces deux-là en fait, hein, et puis plus le livre sur liseuse. Je suis sur le Moineau de Dieu toujours, donc bref, on va essayer d'être organisé. Je vais essayer d'organiser tout ça parce que là je pars dans tous les sens. Donc, ce matin, j'ai fait du ménage parce que, bah, la vie. Et du coup, j'ai un petit peu commencé à lire en début d'après-midi, mais pas beaucoup. Là, il est pas très tard, hein, il est 14h30. Donc, je vais y retourner. Mais avant ça, je voulais vous faire un point. Donc, j'ai, comme je vous disais, encore une fois, je reprends, hein, on fait ça bien, presque terminé Love on the Brain de Ali Hazelwood. Je vais pas vous en parler trop là parce que on fait le live demain soir. Donc, je veux pas trop en parler avant parce que... voilà, je pense que ça peut être pas mal pour moi d'avoir aussi l'avis des filles parce que j'ai toujours un petit peu peur et cette petite appréhension d'être passée à côté de certaines choses qui pouvaient peut-être être sous-entendues et que j'ai pas trop saisi parce que bah, je reprends la lecture en anglais tout doucement, donc c'est pas encore, je suis pas encore hyper à l'aise. Et en parallèle de ça, comme j'étais très curieuse de découvrir, j'ai commencé Légende et Latte en français, alors en anglais comment on dit Legend and Latte, bref, donc qui est le prochain Explora livre, et en fait c'était trop cool, donc du coup j'ai lu 3 chapitres au lieu de terminer celui que j'avais en cours. Bon, c'est pas très grave en vrai, voilà, ça n'a pas d'importance. Par contre, j'ai enfin terminé Amari, alors je vous dis, hein, ça se lit super vite, c'est vraiment moi qui ai traîné, je sais pas ce que j'ai foutu ce week-end, j'ai trop traîné alors que ça se lit vraiment trop vite, j'aurais pu le lire en... Franchement, je pense que en un après-midi, ça aurait pu le faire, quoi. Du coup, je suis en retard pour le rendre, mais je vais le ramener demain. Donc, dans ce tome 2, bah, c'est la suite, en fait, hein, quasiment direct du tome 1. C'est la deuxième année, le deuxième été de formation pour Amari. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire qui spoilerait pas trop? Elle va se retrouver dans une nouvelle intrigue très rapidement, dès le début du roman, dans une nouvelle histoire où, évidemment, elle va être plus ou moins accusée. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Et où elle va devoir eh bien, essayer de trouver pourquoi, comment, etc. Donc, c'est un petit peu des enquêtes en fait à Marie. Hein. Elle est un petit peu enquêtrice quand même, mine de rien. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai encore plus apprécié que le 1. Je saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est parce que dans le 1, on pose pas mal de trucs et que là, on surfe un petit peu sur la vague de tout ce qu'on a installé, donc ça va mieux. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé géniaux. Par exemple, tout le long du roman, tous les adultes disent à Marie, tu as 13 ans, donc il faut que tu ailles voir un adulte quand tu as un problème. Alors elle en fait qu'à sa tête. Mais vous voyez, il y a ce côté réaliste de bah, c'est une enfant. Genre il y a un moment où elle part en mission avec deux autres enfants, en fait, hein, enfin pré-ado, et un adulte, et il y a un type qui les croise et qui dit mais c'est des enfants. Et il dit oui, oui, non, 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 il trouve une excuse quoi. Je veux dire, le monde n'est pas. On n'arrange pas le monde à notre sauce pour que bon, c'est des enfants, mais ça passe. Non, on rappelle que ce sont des enfants régulièrement, qu'ils ont 13, 14 ans, peut-être plus pour certains, mais nous on suit principalement ceux qui ont 13-14 ans, et donc bah voilà, ils agissent comme des enfants, et voilà. Alors après, on est d'accord, Amari elle a quand même une certaine maturité, sa meilleure amie aussi a une certaine maturité pour des enfants de 13 ans, je sais pas si à 13 ans j'aurais été aussi mature. Ceci étant dit, on est sur un personnage qui a quand même déjà pas mal vécu dans le sens où elle a l'habitude de subir des oppressions, elle a déjà un vécu un petit peu plus peut-être riche, pas forcément positivement parlant, mais voilà,
qu'une enfant voilà, qui n'aurait jamais vécu de racisme, etc. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je trouve que c'est assez crédible, ça m'a pas dérangé. J'ai pas eu l'impression qu'on me prenait pour une imbécile, quoi, avec, comme je vous disais la dernière fois, ces personnages d'enfants qui sont en fait des adultes déguisés en enfants pour que ce soit du jeunesse, quoi. Là, j'ai pas cette impression-là. Après, c'est vrai que contre l'antagoniste, ça fait bizarre quand on... Enfin, il y a les antagonistes. Bon, bref. Ça fait bizarre de s'imaginer une enfant de 13 ans en train de faire tout ce qu'elle fait. Voilà. Mais en même temps, c'est du jeunesse. Donc, il faut aussi quand même que il se passe quelque chose. Hein, parce qu'on peut pas juste dire à Marie, t'as 13 ans, va te coucher et on va faire à ta place. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je trouve qu'on est dans la bonne mesure de tout ça. J'aime beaucoup le personnage d'Amari, que je trouve pas relou, mais avec des problématiques, des questionnements, etc. J'aime beaucoup l'univers. Alors encore une fois, ça me fait à fond penser à Harry Potter sur plein de points. Il y a plein de trucs qui m'ont fait penser à Harry Potter. Mais bon, voilà, je pense que c'est inspiré. Et en même temps, quel livre jeunesse aujourd'hui qui traite de ce type d'univers n'est pas un peu inspiré d'Harry Potter? Je ne sais pas quel âge a l'auteurice, mais potentiellement, selon son âge, ça peut être d'une influence d'autant plus grande. Soit, peu importe. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé. On est cette fois-ci, vous voyez, sur le tome 2, on est sur un tome où il se passe des choses. Donc on n'est pas sur les tomes 2 relous classiques, pas du tout. Je pense que ça va être plus qu'une trilogie, à mon avis. À mon avis, on est parti pour plein d'aventures et de quêtes. Hein. Enfin, je dis ça, je ne sais pas, mais je pense. Toujours est-il qu'il se passe plein de trucs, il y a plein de résolutions. Je trouve que ça fait pas résolution... Vous voyez ces résolutions où vous vous sentez un peu floué, où on vous donne une solution que vous n'avez pas du tout pu voir venir. Enfin, il y a un petit côté comme ça un peu, parce que moi je l'avais pas vu venir en tout cas. Mais en même temps, ça fait pas non plus tour de main, un peu bidon, un peu... voilà. C'est pas trop mal fait. Je pense que vraiment, et je le redis encore une fois, ado, enfin genre à 10 ans, si j'avais lu ça vers 10-11 ans, j'aurais adoré, j'aurais voulu être Amari, j'aurais adoré tous les personnages, j'aurais adoré détester certains personnages avec Amari, j'aurais été beaucoup plus impliquée et ça aurait été génial. Mais quand même, en tant qu'adulte, je trouve que ça passe bien, je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est vraiment, je pense, du feeling, parce que vous voyez par exemple Mal d'Aurore, qui est aussi du jeunesse et à peu près, je pense, pour la même tranche d'âge, bah ça passe pas de la même façon, j'ai beaucoup plus de mal à quitter mon regard d'adulte. Donc, je sais pas. En tout cas, avec moi, sur moi, Marie, ça fait le boulot complètement. J'arrive à ne plus voir ça en étant une adulte et à avoir un regard, en tout cas, me remettre dans mon moi d'il y a quelques années maintenant pour apprécier ce qui s'y passe, etc. J'aime, enfin, voilà. Bon, je trouve ça très chouette. Alors, c'est pas un coup de cœur non plus parce que bon, bah, ça souffre de ce qu'on peut reprocher aux jeunesses en règle générale. Hein. C'est-à-dire que ça va quand même très vite. Il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, on installe peu tout ce qui va être description, etc. On est dans du, par exemple, le temps c'est le présent, donc vous voyez, on est dans de l'action réelle, concrète tout le temps, quoi. Mais pour la cible d'âge visée, c'est parfait. Voilà, donc c'était très chouette. Du coup, bon bah j'ai pas fini ça, je vous ai dit que j'avais attaqué Legend and Latte. Qu'est-ce que j'ai... Bah, c'est tout, je crois. Ah si, bah du coup, le moineau de Dieu dont je vous ai toujours pas parlé, mais dont je n'ai pas encore envie de vous parler pour le moment, parce que c'est vraiment très spécial. J'attends, je pense, de le terminer pour vous en parler. Mais pour le moment, alors attendez, je sais plus, j'en suis à 40%, je pense, pas encore la moitié. J'aime bien, je suis intriguée. Après, c'est vrai que comme c'était la LC du Galactic Book Club, j'ai vu que les retours étaient très très loin d'être unanimes, donc on verra sur la deuxième moitié comment ça s'enchaîne. Voilà, mais je vais avoir du mal à vous en parler là comme ça parce que c'est vraiment assez complexe. Il faudrait vraiment que je me pose et là j'ai pas trop de temps pour filmer, donc j'essaye d'enchaîner un petit peu. Soit, du coup j'ai attaqué comme je vous l'avais dit ou pas, je ne sais plus. Est-ce que je l'ai dit? Bon bref. J'ai attaqué La Sourcière d'Alice Fontenaille, qui est vraiment très très court. Il y a l'un ou l'une d'entre vous qui m'a dit que c'était une très belle plume, mais que c'était un petit peu court. Après, oui, c'est très probablement le cas. Et d'autant que c'est un jeunesse, donc c'est souvent le problème avec les jeunesses, c'est que ça va trop vite et que même quand la... Alors le seul jeunesse là comme ça qui me vient à l'esprit où j'ai pas eu cette sensation de ça va trop vite, c'était chez Flore Vesco, mais sinon c'est vrai que c'est quand même assez souvent le cas, c'est le cas par exemple chez Amari, ça va vite quoi. Mais c'est vrai que pour le moment la plume est particulière et fascinante et captivante. C'est hyper intéressant, ça me donne assez envie et je suis en train de regarder en même temps parce qu'à la fin il y a les autres publications de la maison d'édition de Rouergue, la collection épique, qui doit être une espèce de collection fantasy de chez Rouergue jeunesse, j'imagine. Ah, il y a Féline.
Bref, donc on va suivre l'histoire au tout début d'une, j'allais dire une vieille femme, je pense pas qu'elle soit si vieille que ça, je pense qu'en fait ce qu'on appelle vieille femme, c'est une femme plus ou moins ménopausée, donc peut-être 50, 60 ans, c'est pas non plus voilà, un ancêtre. Et en fait cette femme vit toute seule, elle est couturière, brodeuse, elle est brodeuse, et un soir de tempête, elle entend un bruit, elle sort, elle trouve une jeune fille, très jeune fille, qui est sur le point d'accoucher, elle la fait rentrer chez elle, elle l'aide à accoucher, la jeune fille meurt et la femme, qui s'appelle je sais même plus comment, la brodeuse je crois qu'on l'appelle. Et la brodeuse garde la petite qui est née et va l'élever, etc. Je vous dis ça, je vous spoile rien, hein, ça arrive dans les 10 premières pages, hein, concrètement. Voilà, en tout cas, l'histoire de base, c'est ça. C'est cette femme qui recueille une petite, un bébé, en fait, un nouveau-né, qui vient de perdre sa maman, et on sent bien qu'il y a une histoire assez glauque derrière, parce que la fille était beaucoup trop jeune pour être enceinte, de toute évidence, et voilà, et puis de toute façon, une fille sur le point d'accoucher qui se retrouve dans la forêt, ou la nuit, dans la tempête, on sent bien que c'est louche, quoi. Et puis donc après, là j'en suis au moment où on la voit grandir, etc. C'est hyper intéressant, les descriptions sont très belles, il y a des relations qui sont nouées, tissées, qui sont très intéressantes. On voit beaucoup du point de vue de la brodeuse et assez peu de la jeune fille pour le moment, mais à voir comment ça va évoluer. On suit en parallèle l'histoire d'un seigneur qui a l'air pas très sain d'esprit. J'imagine que les deux sont reliés d'une façon ou d'une autre, nous verrons bien. Mais franchement, c'est vrai que c'est... Bon, j'ai pas enchaîné parce que j'étais en train de m'endormir. Je piquais du nez sur mon livre. Mais non pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais parce que vraiment je suis éclatée. Mais je vais le lire cet après-midi, là. Comme ça, je le ramènerai demain. Et puis vraiment, ça se lit tout seul, hein. Donc je vous en reparle dès que c'est lu. Voilà, voilà. Donc je trouve que là, c'est déjà pas trop mal de parler plus de 10 minutes pour pas grand-chose au final. Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Eh bien... Ah si, bah si, vous voyez, je vous ai pas filmé, moi non. J'étais au téléphone. Je me suis pris le Prieuré de l'Oranger dans l'édition... Oui, l'édition. Ah oui, bon bah voilà, c'est pas bien, je sais. Et puis, Jour de nuit tombée, pareil. Oui, alors bon, je suis pas forcément fan de la manière dont travaille de Saxus sur plein de points concrètement. Mais j'ai trop aimé le Prieuré de l'Oranger, j'avais trop envie de la voir dans une très belle édition, ce qui est le cas. Voilà, je le relirai, je pense, dans pas trop longtemps. Je trouve un poil dommage que... Il n'y a rien là. Bon, je sais pas. Un petit peu dommage quand même, mais bon, soit. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de spécial à l'intérieur, hein, on est d'accord. Hein, c'est très cher pour... même si l'édition est jolie, je suis tout à fait d'accord que c'est très cher pour pas d'illustration à l'intérieur, un livre imprimé en Chine. Voilà, ça reste très cher. Un jour de nuit tombée, je vous le dis tout de suite, je suis rentrée chez moi, je l'ai déblisté, la couverture était j'allais dire défoncée, j'exagère, éraflée. Alors, autant, en temps normal, je vous ai déjà dit, hein, je m'en fous un peu, autant que j'achète un livre 30 balles fabriqué en Chine, ça me fait mal, voilà, de conserver l'exemplaire abîmé. Donc je l'ai ramené, la libraire a un petit peu... comment on peut dire, soufflé du nez parce qu'elle a vu que c'était imprimé en Chine et qu'elle m'a dit j'espère que toute la série ne sera pas dans le même état, ça arrive souvent avec ce type d'ouvrage. Donc elle allait m'en chercher un, elle l'a déblisté et heureusement pour moi, il était intact. Mais bon, voilà, on verrait rien avec le reflet. Je les ai pas pris que parce qu'ils étaient beaux. Je les ai pris parce que vraiment j'ai adoré la lecture du Prieuré de l'Oranger, que j'avais vraiment très envie de les avoir en belle édition. Par contre, truc hyper sympa, c'est que dans la jaquette du Prieuré de l'Oranger, on a une carte et c'est pas dégueu, hein, c'est pas trop mal. Sachez juste que du coup j'ai craqué, que bon voilà, c'était mon gros plaisir. Bon, je vous laisse, je vais terminer tout ce que j'ai à terminer, le ménage notamment. Je vais me faire un café, je vais lire La Sourcière et je vais peut-être m'endormir parce que je suis fatiguée aujourd'hui. Voilà, donc à plus tard. Salut, on se retrouve, nous sommes mercredi. Alors là je suis un peu en rush parce que eh bien je n'ai pas terminé le montage de la vidéo qui était prévue pour ce matin. Donc là je suis en train de monter vite parce que hier soir j'ai pas eu le temps. J'ai dû terminer Love on the Brain et ce matin, vous savez, le mercredi matin c'est la course puisque escalade machin bidule.
À midi, on est rentré, il a fallu manger, tout ça, et nous voilà arrivés à bientôt 15 h. Et j'ai toujours pas fini. Donc c'est super, en sachant que monter une vidéo, c'est une chose, après il faut l'enregistrer, après il faut la télécharger, bref. Voilà, on est dans une journée comme ça, un petit peu speed. Soit, je fais quand même un point lecture maintenant parce que là j'ai le temps, il n'y a personne à la maison, le petit dort, et ce soir il y a le live, donc ce soir j'aurai pas le temps et sûrement pas l'envie après le live. Je fais ça maintenant, comme ça on sait où on en est. Je vous disais, j'ai terminé Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui était une très bonne lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai été très franchement embarquée dans l'histoire d'amour. J'ai été embarquée dans l'histoire du personnage de Bee, qui est une jeune femme qui n'a pas encore la trentaine, il me semble, qui est neuroscientifique, ou je sais pas trop comment on dit, et qui est amenée à collaborer avec un homme qui s'appelle Lévi et avec qui elle a déjà collaboré quand elle faisait ses études à l'école doctorale, je crois, et dont elle est persuadée qu'il la déteste profondément. Et elle-même, du coup, voilà, dit qu'elle le déteste parce que c'est pas très agréable de se sentir rejetée. Voilà, concrètement, c'est ça. Et donc, lui est ingénieur, elle est neuroscientifique, et à deux, plus une équipe évidemment, ils doivent créer un casque pour la NASA, pour les astronautes, etc. Donc, on est quand même dans un très fort contexte scientifique qui est hyper intéressant, qui est, j'en étais assez étonnée, assez accessible quand même en termes de vocabulaire. En tout cas, je pense avoir compris. Et donc évidemment il va y avoir un ennemi Stoolovers. Je vous dis ça mais ça ne spoile rien, hein, concrètement. Je veux dire, y a aucune... comment on peut dire, on n'a aucun doute en fait sur la finalité de l'histoire. C'est une romance en fait, je pense que c'est un peu le schéma classique de la romance, c'est qu'on sait comment ça se termine, mais ce qui est intéressant c'est comment on arrive à cette fin et comment se crée la relation, etc. Soit, je vais pas m'étendre sur la romance parce que j'en vois pas trop l'intérêt. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était une très bonne lecture, pas forcément grâce à la romance qui était quand même tout à fait intéressante, mais surtout parce qu'on est dans un contexte vraiment très intéressant, donc scientifique, et où Bee va un petit peu se battre contre eh bien, le sexisme très 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 ordinaire dans ce milieu. Elle va se battre pour les droits des femmes, elle va essayer de créer des liens de sororité avec d'autres femmes scientifiques. On parle beaucoup de ces sujets, de ces thématiques, de féminisme, et pas que. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le livre et c'est vraiment trop chouette, c'est vraiment rigolo. Il y a des moments où j'ai ri, alors j'ai pas ri à gorge déployée, mais où j'ai comme dirait The Riddler, soufflé du nez quoi. Et c'est vraiment très chouette parce que ça m'arrive assez rarement. Alors je suis plus prompte à la larme qu'au rire, et là il y a des moments où, voilà, où j'ai pouffé. Donc c'était vraiment très chouette. Franchement, j'en suis la première surprise. Je pensais je pensais pas que j'allais détester, mais je pensais que j'allais pas trop aimer, que j'allais un peu m'ennuyer, et en fait j'étais prise dedans. Et je me suis laissée un petit peu embarquer par cette histoire, par ces histoires, parce qu'il n'y a pas que la romance, et c'était vraiment... voilà. D'autant que c'est dans un contexte donc scientifique qui ne m'est pas du tout familier, qui ne m'est pas du tout... avec lequel j'ai pas d'affect particulier, mais c'était d'autant plus intéressant que j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses, etc. Bref, je vais pas trop m'étendre. On fait le live ce soir, j'en reparlerai je pense en point lecture, donc je vais pas rester trop longtemps dessus. Mais si vous aimez les histoires plutôt feel good, si vous aimez les histoires avec du féminisme, si vous aimez les histoires où il y a des thématiques assez engagées, je pense que c'est un très bon compromis, et même si vous n'aimez pas trop les romances comme c'est mon cas, ça peut très très bien passer. Je vais juste donner 2 points un petit peu négatifs, alors c'est un grand mot mais un petit peu moins bon à mon sens. D'une part c'est la fin. Sur les 10 dernières pages, il se passe un truc. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais ça m'a un peu déstabilisé, je vous avoue. Et l'autre point un petit peu négatif à mon sens, enfin, oui et non, mais en fait, c'est pas franchement négatif parce que je l'ai lu en anglais, mais quand je lisais les scènes de rapport intime entre les personnages, eh bien, j'étais assez déstabilisée par la manière très crue d'écrire ça. Non pas que ça me mette mal à l'aise, c'est pas en soi que ça me met mal... Enfin, c'est pas les mots en soi qui me mettent mal à l'aise, c'est juste que c'est bizarre de le lire en littérature. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça toujours un peu chelou. Alors comme c'était en anglais, il y avait cette espèce de filtre qui s'était intercalé entre les mots que je comprenais et voilà, et mon esprit. Mais je sais que si je l'avais lu en français, j'aurais sûrement levé un sourcil. Voilà. Bref, donc je vous préviens, il y a des scènes des scènes olé olé comme dit Nina Quill. Il y a des scènes olé olé là-dedans qui sont pas hyper nombreuses mais qui existent. Donc voilà.
En anglais, c'était très chouette. Je pense pas que j'aurais autant apprécié en français, mais vraiment en VO, c'était super sympa. Donc, sachez en tout cas que si ça vous intéresse, il va être apparemment prochainement publié chez Hauteville. Je crois que Pénélope a dit, parce que moi je n'en sais rien, je me réfère entièrement à Pénélope pour toutes ces choses-là. Donc je crois qu'elle a dit dans sa dernière vidéo bilan du Cold Winter qu'il allait être publié en mai ou juin, je crois, chez Hauteville. Et donc, traduit, voilà. Petite chose que j'ai découverte et qui m'a un petit peu choquée, c'est que ce format-là, en anglais, c'est l'équivalent de 10 euros, donc c'est une édition britannique, donc c'est 9 livres quelque chose, ce qui fait un tout petit peu plus de 10 euros. La même édition, alors je sais pas si le format est exactement le même en termes de taille, mais très sincèrement je crois que oui. En français, ça doit être dans les 15-20 euros, quelque chose comme ça. Alors bon, voilà, bon, c'est voilà, je découvre un autre intérêt au fait de lire en anglais, hein, c'est que concrètement, ça coûte aussi un peu moins cher. Alors après, il faut être prêt aux éditions anglaises qui sont très denses et compactes, où c'est écrit assez petit, où il y a peu de marge. Mais moi, franchement, je vous dis, hein, je suis une noob de la lecture VO, enfin en tout cas VE du coup, et ça l'a fait, donc voilà. Bref, du coup, comme j'étais hyper contente d'avoir réussi à lire ce livre et que j'étais hyper contente de m'être mis à la lecture en anglais et que j'ai commencé Legend and Latte que j'apprécie beaucoup, je me suis laissée submerger par mon enthousiasme et j'ai acheté. Je vais pas vous le faire en anglais parce que je vais très mal le faire et ça va être scandaleux et honteux. Donc c'est La Maison sur la mer céruléenne qui ici est en anglais, que j'ai payé donc 10 euros, un petit peu plus de 10 euros je pense, et qui est dans exactement le même format, donc c'est les versions en fait brochées anglaises. Hein. Voilà, je trouve que la couverture est à peu près 100 fois plus belle que celle française. Alors le dessin de la couverture chez De Saxus est très belle, mais par contre le cadre vert, je le trouve infâme. Donc voilà, bon par contre il y a la pastille qui s'enlève pas, ça c'est... Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Mais en tout cas il est très très joli en VE du coup, en anglais. Et j'ai commencé à lire un petit peu pour... Enfin en fait j'avais lu un extrait gratuit pour voir si j'avais le niveau, parce que bon c'est quand même pas le coup de me lancer dans les trucs que j'arriverais pas à lire. Et ça me semblait vraiment hyper accessible. Donc je me suis dit, je vais commencer par celui-là. J'ai vu qu'il y avait aussi Wolf Song qui avait l'air vraiment très chouette de TJ Klune et qui avait l'air très 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 accessible. Je me suis dit que commencer par un que tout le monde a lu et dont j'ai entendu parler à peu près 1500 fois, ça serait pas si mal, que je pourrais toujours demander de l'aide à Pénélope ou Juliette si besoin, parce qu'elles l'ont lu toutes les deux, et voilà. Notamment Juliette qui l'a lu en VO du coup. Bref. Je vais pas m'étendre, l'histoire, je la connais pas tellement. Je crois, je vais vous dire ça, on suit Linus Baker qui travaille pour un ministère, un espèce de ministère qui est chargé des affaires magiques chez les jeunes, quelque chose comme ça. Il va devoir aller dans un orphelinat où il y a 6 enfants qui apparemment sont un peu dangereux et avec leur pouvoir, etc. Et je pense qu'il y a une romance entre Linus et celui qui tient l'orphelinat et qui s'appelle Arthur Parnassus. Voilà. Bref, très très hâte de lire ça. Donc là, mon objectif à partir de maintenant, vais-je m'y tenir? Je ne sais pas, on verra. C'est de lire le VO proposé par Juliette et Pénélope pour l'Explora Livre. Si c'est pas trop compliqué, si j'ai le niveau et si j'y arrive, je vais tenter quand même à chaque fois. En sachant que ce mois-ci j'ai commencé et ça passe. Le mois prochain c'est Amari que j'ai déjà lu. Et le mois suivant, je ne sais plus, mais on verra à ce moment-là, j'ai le temps. Et d'essayer vraiment de lire un deuxième VO, un autre en plus, et donc d'essayer d'en caser 2 par mois, en sachant que quand je lis des VO, je ne lis pas que le VO, je lis 1, 2, 3 chapitres et je passe à autre chose parce que j'ai quand même besoin de... C'est un effort quand même en fait, et j'ai besoin d'avoir aussi de retrouver mon rythme de lecture habituel et de pouvoir un peu enchaîner et aller vite pour me sentir à l'aise. Mais j'ai très envie de lire plus de VO. Je me suis fait une liste de VO qui me semblait accessible, que je me commanderai en numérique ou en papier ou que sais-je. Et je vais vraiment essayer de me tenir à 2 VO par mois pour bien petit à petit augmenter un petit peu le niveau de mes lectures. Et puis parce que très sincèrement, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir et j'en suis la première étonnée. Bref,
Autrement, je suis à la moitié de La Sourcière d'Élise Fontenaille, qui se lit extrêmement vite, donc que j'ai pas du tout lu hier parce que je devais finir le Ali Hazelwood, mais là ce matin j'ai lu quasiment la moitié d'affilée. J'avais lu que 10 ou 15 pages hier, et ça se lit tout seul. J'aime beaucoup l'écriture, qui est hyper intéressante, qui est très particulière parce qu'elle est parfois entre un petit côté onirique, lyrique, etc., et parfois qui va enchaîner des phrases très courtes qui vont se succéder avec des... comment on appelle cette figure de style? Avec des... quand on a un même mot au début de phrase. Soit je vous remets ça, je sais plus, je suis fatiguée, peut-être anaphore ou quelque chose comme ça. Peu importe. Mais je trouve que c'est un style très particulier, qui est assez marquant, qui à la fois se lit très bien et en même temps réussit à manipuler le rythme des phrases pour soit que ça coule et que ça soit poétique et beau, soit que ça vous choque, que ça vous heurte. Quand on va parler du Seigneur, hein, qui est méchant, hein, ça va être des phrases plutôt courtes et heurtantes. Quand on va parler de la sourcière et de la brodeuse, ça va être plutôt des phrases longues, douces, belles et poétiques. Je vais pas trop plus développer le propos parce que j'ai pas tellement avancé en fait et que j'ai très envie de le terminer avant d'en parler pour bien être juste dans ce que je dis. Toujours est-il que je vous en reparle très bientôt et à mon avis, si court soit-il, il y aura beaucoup de choses à dire sur ce livre. Voilà pour le point du jour. Vous voyez, j'ai pas tellement lu hein, depuis début mars, c'est pas la folie entre les maladies, les trucs à faire, les autres trucs à faire, la vie, etc. C'est pas la folie. Mais j'ai bon espoir que ça s'améliore un petit peu. Objectif. Terminer La Sourcière. Quand j'ai terminé La Sourcière, je continue à lire Le Moineau de Dieu en numérique, dont je dois toujours vous parler. Je continue à lire Legend and Latte, toujours en même temps, et je vous en reparlerai aussi. Et ensuite je pense lire mes mangas pour les ramener, et je ne sais pas quelle serait la prochaine lecture qu'il faudrait que je fasse dans les lectures un peu pressées. J'ai prévu de lire en lecture commune avec Marion No Home de Yagyasi, si je le dis bien, et j'ai prévu de lire avec Juliette le tome 1 d'Éducation meurtrière de Naomi Novik, et j'ai prévu de lire avec Pénélope La mer sans étoiles. Donc peut-être que ça sera que ça mes lectures la semaine prochaine parce que c'est déjà pas si mal, en sachant que quand je lis avec Marion ou avec Juliette, on lit un petit peu et on en parle au fil, il n'y a pas de... voilà, on lit comme on peut, selon ce qu'on peut. Quand je lis avec Pénélope, on se cale des vrais moments de lecture commune en même temps, ensemble, où on lit à peu près au même rythme, on essaye de s'attendre et tout, pour vraiment découvrir ça au fil ensemble. Donc je pense qu'on sera déjà bien si je lis tout ça. J'aimerais malgré tout assez rapidement lire L'Épée de l'Ancillaire que je dois lire depuis un mois, mais on va voir comment je m'organise. Pour le moment, j'ai rien de fixé, de figé, et puis je suis un peu fatiguée, donc bref, peu importe. Je suis en train de préparer le petit swap de Pénélope puisque on s'est dit qu'on s'en refaisait un parce qu'on est des grandes folles et que on a très envie de s'envoyer des cadeaux. Donc voilà, on se fait un swap, on se le prépare. Donc là j'ai commandé les choses que je n'avais pas trouvées en direct. J'ai reçu les livres, donc il ne me manque plus que les trucs en plus. Donc j'ai vraiment trop hâte, mais vraiment trop hâte de lui envoyer. J'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire, mais je ne sais plus quoi. Ah si, du coup, j'ai choisi ma lecture pour le défi lecture. J'aimerais en faire 2. J'aimerais en fait, pour tout vous dire, vu que le week-end je filme pas de vlog, je filme très peu pour le vlog, et bien me faire le week-end, donc là ce week-end-ci, lecture d'un bouquin du défi lecture, le week-end prochain m'en faire un autre, et puis faire en fait une vidéo sur 2 week-ends où je lis 2 livres, ça serait très chouette. J'en ai choisi déjà un que j'ai pas encore acheté, parce que demain je dois récupérer Une prière pour les cimes timides qui sort enfin qui sort enfin en librairie, hein, voilà, tant attendu. Et puis je dois récupérer le tome 2 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, qui est le 8e sortilège, je crois. Je confonds toujours parce que les 3 premiers, c'est la 8e couleur, le 8e sortilège et la 8e sœur. Bref, donc je m'occupe de tout ça demain. Et puis voilà, hein, je pense que c'est déjà pas si mal. Concrètement, on est pas mal si j'arrive à faire tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser, il faut vraiment que je finisse mon bouquin, et puis je vais aller me faire un café, et puis ça sera... Donc je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain, je pense.
coup, on se retrouve, on est vendredi dans l'après-midi, mais je vais conclure maintenant comme d'habitude, parce que j'ai le temps de le faire et que ça évitera de faire ça à l'arrache. Donc, je devais revenir sur la lecture de La Sourcière d'Élise Fontenaille, que j'ai lu comme prévu en fait hyper rapidement, hein, même si j'ai un peu segmenté ma lecture, j'aurais pu le faire en one shot, hein. C'est 95 pages je crois, ça se lit super vite. Donc dans La Sourcière en fait on suit l'histoire d'une femme qui est d'un âge mûr, qui se fait appeler la brodeuse et qui un jour recueille au pas de sa porte une jeune femme de 15 ans, donc une jeune fille on peut dire, qui est en train d'accoucher. La jeune femme va mourir et puis eh bien la brodeuse récupère la petite qu'elle appelle Garance et qu'elle élève comme son enfant, hein. Donc Garance, c'est un peu c'est le personnage principal de l'histoire puisque c'est la sourcière, c'est elle qui, en grandissant, va développer des pouvoirs magiques, qui fait jaillir des sources, qui elle a la capacité de parler avec les animaux. Elle va se lier d'amitié avec une renarde qu'elle a trouvée bébé et voilà, donc on va suivre un peu son évolution quand elle grandit, on va suivre un petit peu sa vie quoi. Et en parallèle de ça, on suit l'histoire de Guillaume qui se fait appeler le Seigneur, alors Seigneur avec un A comme saigné, qui eh bien, est un homme extrêmement violent, extrêmement avec des pulsions violentes hyper fortes, qui tue des gens, qui viole des femmes, enfin un type sympathique hein, somme toute. Donc on suit un peu ces deux histoires en parallèle et évidemment il va y avoir une rencontre, un moment donné où les deux histoires vont se rejoindre. Je vais pas trop vous en dire parce que en vrai ça se lit très vite. Sachez que l'histoire effectivement va très vite, on s'arrête pas sur des... On va pas s'arrêter sur les événements, ça va aller assez vite, ça s'enchaîne assez vite, mais les thématiques traitées sont hyper intéressantes, l'écriture est vraiment très belle, très poétique, très particulière, mais j'ai adoré. J'avais envie de surligner plein de passages tellement c'était trop chouette, trop bien écrit. Voilà, et surtout, c'est le fond en fait qui compte beaucoup plus que la fin. Je vais vous en évoquer quelques-uns, notamment la thématique de la sorcière, donc des femmes libres qui ont du pouvoir. Il y a une définition dans ce livre qui est proposée des sorcières qui était très très intéressante que je vais vous donner parce que je l'ai notée. La sorcière, c'est, je cite, la fille sans attache dont le seul tort était d'être trop libre, trop belle, désirée par les hommes. Voilà, typiquement. On a typiquement ce genre de choses dans ce livre qui sont si vraies et si fortes et vraiment très intéressantes qui permettent la réflexion. C'est un jeunesse, donc vous voyez où je veux en venir en termes de réflexion aussi. On va avoir en fait un panel de personnages avec des caractéristiques plus ou moins stéréotypées, mais qui apportent quelque chose et qui, comment on pourrait dire, qui représentent à chaque fois un certain type de personne ou du moins des caractéristiques un peu communes à notre monde à nous et qui sont assez éloquentes. Et donc typiquement la sorcière qui est la jeune fille qui va être libre, qui va eh bien, se baigner nue dans la rivière parce qu'elle s'en fiche, qui va parcourir la forêt au gré de ses envies, voilà, le personnage typique de la jeune femme libre qui est enviée, qui est détestée, qui est parfois adulée parce que elle apporte des choses et puis une fois qu'on n'a plus besoin d'elle, on va la détester, lui l'honnir et tout ce que vous voulez. On va avoir le personnage du Seigneur, donc de Guillaume, qui est typiquement l'homme basique qui ne répond qu'à ses envies et ses instincts sans se soucier des conséquences, sans se soucier de ce que ça implique pour les autres. On a le personnage de l'archevêque qui est un ancien tyran, c'est lui qui se définit ainsi, hein, qui est un homme qui était un petit peu hein, comme Guillaume et qui en fait un jour se rend compte de toute l'horreur de son comportement, qui a dû repentir et qui décide de devenir archevêque et donc parole de Dieu en fait pour pouvoir protéger ces femmes et ces sorcières de l'envie, de la jalousie du peuple et des autres et des gens en fait un peu plus normaux. On a le personnage de la brodeuse qui va être la vieille sorcière entre guillemets par opposition à Garance qui est la jeune sorcière. On a le personnage de l'aveugle, on a le personnage du musicien, on a le personnage de la gitane, on a plein comme ça de personnages qui apportent des choses très intéressantes. Typiquement la gitane qui est beaucoup plus âgée, enfin je sais pas si elle est beaucoup plus âgée mais qui est une femme adulte et qui va en fait avoir des intérêts amoureux vis-à-vis d'un personnage qui lui est amoureux de la jeune fille, donc de Garance, et qui au lieu de la jalouser, de vouloir se venger comme on peut voir dans pléthore d'histoires, eh bien va reconnaître que Garance est une jeune femme intéressante, qu'elle a plein de qualités, qu'elle comprend en fait que l'autre personnage puisse être amoureux de Garance et elle n'est pas elle est peut-être un peu jalouse, mais elle est pas, c'est pas de la jalousie, c'est de l'envie, c'est pas de la jalousie, vous voyez, qui va amener à des choses. Il y a beaucoup de sororité et elle soutient Garance et elle va pas lui faire de mal parce que
Garance elle y peut rien en fait si ce type est amoureux d'elle, vous voyez. Et typiquement on a ces personnages comme ça hyper intéressants, avec, alors évidemment très stéréotypés parce que c'est très court, mais qui apportent quelque chose et qui peuvent apporter je pense des réflexions à des ados qui liraient ce livre. On a aussi tous les personnages des moines rouges qui sont les jeunes qui vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sans se préoccuper des conséquences et qui vont faire un peu n'importe quoi en suivant Guillaume. Donc on revient un peu, vous voyez, sur ce dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps, je sais plus pour quel livre, sur c'était pour l'été où tout a fondu, l'effet de groupe, le fait que si le voisin fait un truc affreux, je peux bien le faire aussi, et ainsi de suite. Voilà, cette espèce de boule de neige qui, plus elle roule, plus elle grossit, et ainsi de suite. Ça va être traité, ça va être évoqué, et c'est aussi un passage très intéressant, puisqu'à un moment, les moines rouges vont avoir la parole dans un des chapitres. On a une grosse présence de tout ce qui va être la nature, notamment l'eau et les animaux, qui sont aussi, encore une fois, des choses vraiment fascinantes. La fin de l'histoire est aussi assez... propose aussi une réflexion sur tout ce qui s'est passé avant. On a une espèce de fin, comment on peut dire, qui est rapide, certes, mais qui pour moi avait son intérêt, qui apportait quelque chose à toute la réflexion passée. C'était vraiment très bien fait. Je peux pas trop en dire parce que c'est court, voilà, et ça spoilerait trop de choses, et je pense que ça se découvre au fil. Sachez juste que si vous aimez les ouvrages qui se lisent vite, qui sont très bien écrits, qui vont traiter de thématiques sociales hyper importantes, qui vont parler de sorcières, de féminisme, qui vont parler de nature, qui vont parler aussi de tous les travers des êtres humains dans les différentes sociétés, c'est vraiment, je pense, un livre assez intéressant. Ça peut être aussi intéressant de le faire lire à des ados, je dirais, alors... pas des très jeunes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez violentes, mais ouais, je pense 14-15 ans, ça peut être très très chouette. J'ai beaucoup aimé et je suis vraiment très curieuse de découvrir d'autres écrits d'Élise Fontenaille. Pour tout vous dire, j'hésite même à me le procurer celui-ci, parce qu'il y a plein de passages que j'ai envie de surligner, de commenter, de garder en mémoire, que j'ai trouvé vraiment super intéressant et bien mené, bien écrit, bien pensé, et qui ne sont pas fermés, donc qui ne donnent pas une conclusion, qui ne donnent pas la solution, qui vous proposent juste de réfléchir sur ces sujets. Voilà, donc je vous invite à le découvrir si vous en avez l'occasion, ça peut être vraiment une très très bonne lecture. Du coup, j'ai attaqué l'épée de l'Ancillaire, j'en suis au début. Je peux pas vous en dire grand chose parce que j'en suis au début. Ce que je peux vous dire, c'est que donc on est dans la suite de la justice de l'Ancillaire. On va reprendre l'histoire un peu où elle s'est arrêtée et on va la continuer. Je pense qu'il y aura beaucoup moins d'enjeux hyper importants que dans le 1. Ça sera peut-être plus des petites missions, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est hyper chouette de retrouver l'univers, d'autant que dès le début, plein de choses vous sont expliquées. Plein de choses sont clarifiées qui étaient un petit peu obscures dans le 1. Ça c'est vraiment très chouette et très agréable. On retrouve le personnage de Breck qui est un de mes personnages préférés de plein d'autres livres que j'ai lus, parce que c'est une IA qui a un corps humain. Je vous avais expliqué le principe d'Ancillaire, c'est que ce sont des IA implantées dans des corps d'humains que l'on a congelés et conservés pour pouvoir créer des ancillaires. Alors la pratique est interdite depuis une centaine d'années, mais il y en a encore, et Breck en fait partie. Les ancillaires sont hyper mal vus en un sens parce que voilà, ça reste des intelligences artificielles implantées dans des corps d'humains, donc d'un point de vue éthique c'est un peu limite. Mais en même temps, pour l'armée, c'est hyper pratique en fait d'avoir des ancillaires concrètement. Bref, donc on retrouve tout l'univers qu'on avait dans le 1, mais expliqué, un peu détaillé. On a des rappels sur le tome 1 si on l'a lu il y a un certain temps, je pense que ça peut revenir assez vite. Donc vraiment c'est très chouette ce début. Alors comme je vous dis, je viens juste de commencer, je peux pas trop en dire pour le moment, mais je pense qu'il va pas faire très long feu très sincèrement, parce que je trouve que ça se lit très vite et très bien, et maintenant que j'ai déjà l'univers un peu en tête, ça se lit d'autant plus vite. Donc je vous en reparle la semaine prochaine, je vais pas plus m'étendre, ça sera un petit peu inutile. Autre lecture que j'ai commencé en lecture commune avec Pénélope, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. On en est encore une fois au tout début, mais je peux déjà vous dire que c'est perché, c'est pas mal d'histoires enchâssées et c'est très déstabilisant, et en même temps ça vous accroche et ça vous donne envie de continuer. C'est une écriture très particulière mais très intéressante, très belle je trouve, et on sent que ça va être totalement perché, mais pour le moment c'est encore trop tôt pour plus. Là je suis vraiment dans les prémices de l'histoire qui s'installe, mais en tout cas Pénélope et moi pour le moment on est à fond, on est convaincus, on a très envie de continuer, mais on fait comme on peut aussi toutes les deux. Là c'est un petit peu compliqué ces derniers jours, mais je pense qu'on va
peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine, mettre un bon coup de fouet et avancer, parce que vraiment, c'est ce genre d'histoire, vous voyez, vous fermez le livre et vous continuez à y penser, et à certains moments de la journée, vous y pensez, et ça vous trotte dans la tête, et vous avez envie d'avancer, de continuer. Donc, on en reparle, pareil, la semaine prochaine, il sera sûrement terminé la semaine prochaine, donc voilà, je vous referai un point lecture. Dernière petite chose avant de vous laisser, je suis allée en librairie chercher une commande, enfin une précommande que j'avais faite, et j'ai pris un truc en plus qui était un petit peu totalement impulsif et pas du tout raisonnable, mais je vous montre ça. Donc déjà je suis allée chercher le 8e sortilège de Terry Pratchett, qui est le tome 2 des Annales du Disque Monde. J'ai décidé de me faire un Terry Pratchett par mois, parce qu'il y a, je crois, si je dis pas de bêtises, 41, 42 tomes, donc autant vous dire j'en ai pour quelques années, mais j'ai tellement aimé le premier volume et je suis tellement curieuse de découvrir la suite que vraiment je vais me tenir à me faire un Terry Pratchett par mois, d'autant qu'ils sont à 18,50 €, donc plus qu'un par mois ça va être compliqué, mais voilà, j'aime beaucoup les rééditions de chez La Talente, que je trouve très jolies, très particulières mais très jolies. J'ai le tome 1, il est où mon tome 1 ? Donc le tome 1 dans les tons jaunes, le tome 2 dans les tons plutôt bleus, et surtout ça va être très très joli quand ça sera rangé, voilà. Je ne sais même pas à quoi ressemble le tome 3, ah bah si c'est là, regardez, à la fin, tome 3, voilà. Alors je suis pas fan des femmes sur les couvertures, mais vu que c'est noyé dans l'ensemble, ça passe. Ceci étant dit, je trouve quand même que c'est des très jolies éditions, j'adorais cette couverture, celle-là un petit peu moins, mais celle-là était vraiment très très belle, et surtout l'histoire est folle. Je sais même pas si je vous en ai parlé, parce que je crois que quand je l'ai fini... Ah, je l'ai fini en rentrant de vacances, je crois que je vous en ai même pas parlé, je sais plus. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je ferai, quand j'aurai lu peut-être les 3 premiers tomes, je ferai peut-être un vrai point, gros point lecture, parce que... en fait, si vous voulez, on suit... Je pense qu'il y a différents arcs narratifs au sein du Disque Monde. Et donc là, je suis sur l'arc narratif de Rincevent, le mage raté. Et peut-être que dans le tome 3, on passe à un autre arc narratif. Donc ça serait l'occasion de faire le 1 et le 2... de faire le 1 et le 2 en résumé. Et puis voilà, voir selon l'alternance des arcs d'un tome à l'autre. Je sais pas. Bref, donc j'ai ça à lire. Il a l'air un petit peu plus court que le précédent. Moi je trouve que ça se lit très bien, par contre je pense qu'il faut quand même une certaine concentration pour rentrer dans l'univers au début. C'était assez dense au début, c'est particulier, c'est déstabilisant parce que c'est de l'absurde, donc voilà, il faut quand même être concentré, et je pense surtout pour que la lecture de ce type de livre fonctionne, il faut avoir tous les codes et les tropes de la fantasy, parce que c'est ce que propose Terry Pratchett, c'est de rendre absurde les tropes de la fantasy, de s'en moquer, et donc si on les a pas, je pense que ça perd un petit peu de son intérêt. Mais bref, je vous en reparle. Deuxième livre que j'avais précommandé, c'est bien évidemment Une prière pour les cimes timides, qui est le 2e volume d'Histoire de moines et de robots, qui est tout petit. Si le pauvre il est caché derrière la plante, le tome 1, et j'ai très envie en fait de relire le 1 pour enchaîner avec le 2, en sachant que ça se lit tout seul, donc c'est largement faisable sur un après-midi quoi. Mais j'aimerais bien pour... Voilà, comme le premier c'était mon premier Becky Chambers que je connaissais pas trop, je pense que je suis passée à côté de certaines choses, et ça serait un peu dommage d'enchaîner avec le 2 sans avoir bien tout en tête. Ça fait 100 pages, donc ça va se lire très très vite. Donc voilà, ça j'ai très très hâte aussi de continuer. Et enfin, le craquage totalement imprévu et totalement irraisonnable, c'est ça. C'est donc Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel, qui est édité chez les Moutons, publié chez les Moutons électriques, qui est très très joli. Pourquoi j'ai craqué? Alors déjà, le résumé m'a fait très envie, puisque on parle d'une enfant qui naît, et en fait, 7 fées se penchent sur son berceau et vont lui offrir l'intelligence en cadeau. Et apparemment, une femme intelligente, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a un côté un peu moquerie, mais l'écriture, de ce que j'ai vu du prologue, en fait, ce qui m'a fait craquer... Alors le résumé m'intéressait beaucoup. Ce qui m'a fait craquer, c'est le prologue. J'ai adoré, j'ai accroché tout de suite avec l'écriture. Donc je suis vraiment très curieuse de le lire, de découvrir ça, pour essayer de compenser le fait d'avoir fait un craquage pas du tout prévu, alors que j'ai acheté ces deux-là, et ça, ce qui est déjà, je pense, un bon gros budget. Je vais essayer de le lire ce mois-ci sans faute. J'ai d'autres précommandes en cours, puisque j'ai précommandé aussi L'une rêve, l'autre pas, pour la lecture commune du Paper Trion. Et j'ai Faune, pareil, aux éditions La Talente, qui était aussi un craquage pas du tout prévu, donc
voilà. Et il faudrait que je me trouve aussi No Home de Yagyazi, si je le dis bien, pour le lire avec Marion. Mais ça, je vais me le prendre d'occasion parce qu'il se trouve d'occasion. Donc bref, j'ai encore quelques trucs à me procurer, donc il va falloir que je me calme un petit peu. Mais bon, je sais pas. C'était... J'ai tout de suite accroché en fait avec l'écriture et le style. À voir. Je n'en sais pas grand chose. Je n'en sais en fait rien de plus. Je pense qu'il y a un côté parodique, très clairement. Et il y a un côté réécriture de la légende arthurienne, ce genre de choses. Donc je vous en reparle très rapidement parce que je suis vraiment assez curieuse de découvrir ça. Il est très très beau avec ça, le dos qui est en tissu là. À l'intérieur, c'est les feuillets qui sont cousus. Enfin, on est quand même sur un objet livre, un bel objet livre, hein, très sincèrement. Vous voyez, typiquement, ça, c'est très joli, on est d'accord. Mais on est sur du collet édité en Chine. Là, on est sur... alors, c'est imprimé en République tchèque. Mais voilà, on est sur du cousu, on est sur... quand même quelque chose qui est fait en Europe, c'est peut-être un petit peu avec une mise en page qui est un petit peu moins dense et un petit peu plus... et la mise en page est hyper intéressante. Donc bon, pour le même prix. Donc voilà, soit, peu importe. Donc je vais me lire cet ouvrage. J'ai vu aussi Le service des dames de Jaworski et quelqu'un d'autre, je ne sais plus, qui m'a fait très envie, mais ça sera pas pour ce mois-ci. Ça pourra attendre, qui est tout illustré, qui est trop beau. Donc voilà, j'ai une wishlist longue comme le bras, mais il faut essayer d'étaler ça. D'autant que j'essaie vraiment maintenant de n'acheter que les livres que je vais lire dans les semaines à venir, parce que sinon ça s'accumule et ça ne sert à rien. Voilà. Donc on en reparle dès que c'est lu et j'espère bien que ce sera le cas très prochainement. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et pour la semaine. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup filmé, mais on est en semaine post-maladie, donc c'est pas... et semaine de rentrée en plus. C'était pas la semaine. Faut que je reprenne mon rythme, on va dire. Je pense que ce week-end, à l'origine, je voulais lire le livre pour le défi lecture et filmer que ça et me concentrer sur ça. Mais je vais lire un autre livre pour une autre vidéo parce que je n'ai du coup pas pris le livre pour le défi lecture en me disant que ça serait peut-être un peu abusé et que je pourrais faire ça le week-end prochain parce que j'ai pas non plus trop de pression. Là, on est large pour une fois. Donc je pense que le week-end prochain, je me lis le livre défi lecture et je filme que ça du week-end. Et ce week-end, je vais être sur autre chose. Mais je vous en reparle très très vite. Je vais garder le suspense. Je vous tease un petit peu, mais je garde le suspense. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à me donner votre avis ou à discuter sur des livres si vous en avez lu un ou dans ceux que j'ai montrés, Terry Pratchett ou Michel Pagel ou Erin Morgenstern ou peu importe, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.